rejoindre Yates. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur le film Top Gun Maverick qui est sorti le 25 mai dernier et qui est la suite très tardive du film de Tony Scott, Top Gun, qui était sorti en 86 et qui a toujours pour tête d'affiche Tom Cruise, l'inarrêtable et celui qui ne vieillit pas, Tom Cruise, qui renfile les Ray-Ban et le Perfecto pour une nouvelle aventure qui va faire écho à la première. Sur plusieurs aspects que je vais évoquer. Le premier Top Gun, c'est un film que j'ai découvert très tôt, que j'ai pas revu depuis un certain temps, mais qui pour moi est un film culte, voilà, des années 80, comme pour beaucoup, et qui, au même titre que par exemple Rocky IV ou les Rambo, représente une époque un petit peu réganienne des États-Unis, où l'esprit de conquête, l'esprit de anti-russe, anti-communiste, voilà, respirer à travers ces films. Et 36 ans après, le monde a changé, évidemment, et la guerre froide surtout a rebattu les cartes depuis longtemps. Que pouvait raconter Tom Cruise à travers ce personnage de Maverick 36 ans plus tard? J'avoue que j'y allais avec quelques craintes. Quand le projet a été annoncé, j'ai trouvé ça un peu ridicule de revenir sur cette aventure-là. Je pense que le premier film se suffisait à lui-même. Il y avait déjà eu une fausse suite, entre guillemets, avec Jour de tonnerre, du même Tony Scott, avec Tom Cruise également, qui reprenait un peu le concept dans le monde de la vitesse, dans le monde automobile. Et c'était un petit peu une continuité de Top Gun quelque part. Et donc là, Tony Scott est décédé malheureusement depuis une dizaine d'années maintenant. Tom Cruise s'accroche à la saga Mission Impossible depuis presque une décennie maintenant. À part ça, il fait plus grand chose de très notable. C'est un acteur que j'aime énormément dans sa première partie de carrière, notamment où il est passé du drame à l'action, à la comédie. Il a vraiment une faculté assez sidérante à se fondre dans les sujets et dans les thèmes et dans les genres qu'il aborde. Et il y a eu un tournant, évidemment, dans sa carrière, ça a été quand il a été un peu blacklisté à Hollywood, suite à des sorties un petit peu malheureuses sur la scientologie, sur son histoire d'amour avec Katie Holmes, je crois, à l'époque. Donc voilà, c'est un acteur qui a été mis un peu au banc, et depuis qui revient, mais plutôt dans le registre de l'action, plutôt dans le registre de la physicalité, avec des cascades toujours plus dingues et toujours plus spectaculaires. Et c'est vrai que sa palette d'acteurs, finalement, on la voit beaucoup moins. Des scènes, par exemple, comme il avait pu faire dans Magnolia ou dans Eyes Wide Shut ou même Minority Report, on les retrouve moins aujourd'hui. Il est plus dans quelque chose de très physique. Ceci dit, je trouve que c'est quelqu'un qui a un respect absolu du cinéma et de l'objet d'un film. Il est persuadé que l'avenir du cinéma, et je suis d'accord avec lui là-dessus, se trouve dans les salles, et c'est pour ça que Top Gun Maverick n'est pas sorti en salle tout de suite. Il était prêt il y a 3 ans, et avec le Covid, au lieu de le vendre à une plateforme SVOD, il a préféré attendre que le film puisse être sorti en salle dans les meilleures conditions possibles, pour un visionnage optimal. Et de fait, c'est vrai que le film resplendit en salle. C'est vraiment un film taillé pour la salle de cinéma. Et c'est assez heureux finalement qu'il ait trouvé son chemin dans les salles plutôt que sur une plateforme. Donc l'histoire raconte celle de Maverick, de Pete Mitchell, qui 35 ans après l'histoire de Top Gun premier du nom, a toujours du mal à se remettre de la mort de son ami Goose, qui était interprété par Anthony Edwards à l'époque, et qui va, par un concours de circonstances, se retrouver à devenir instructeur à Top Gun, dans l'école où il avait été en tant que jeune pilote. Et dans la promotion qu'il va éduquer, on va dire, il se trouve qu'il y a le fils de Goose, et que celui-ci a une animosité envers Maverick. Et donc ça va être un petit peu la quête de rédemption de Maverick, et une quête un peu plus d'identité pour Rooster, donc le fils de Goose. Et ça va pas aller plus loin, une mission va se profiler, ils vont devoir
s'entraîner pour pouvoir parvenir à l'exécuter. Donc ça va pas être... Enfin, je vais pas développer beaucoup plus le scénario parce que ça n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est pas que le scénario soit bidon, au contraire, je trouve qu'il tient plutôt bien la route. Mais finalement, il n'est encore qu'un prétexte pour un spectacle assez hors du commun. Un avis global, moi j'ai trouvé que le film était très spectaculaire, puisque, on le sait, la majorité des scènes ont été tournées en vrai, très peu d'usage de numérique notamment, beaucoup d'effets pratiques et beaucoup surtout de réalité quelque part. Donc ça se ressent à l'écran, ça se ressent à chaque minute de vol notamment, et c'est assez plaisant à regarder, surtout à une époque où on est bercé par un cinéma beaucoup plus numérique, beaucoup plus standardisé aussi, avec des productions notamment Marvel et Disney en général. Et là, il y a vraiment une recherche de revenir à une essence beaucoup plus physique du cinéma, qui est assez plaisante et réjouissante, parce que justement on sent que c'est la volonté aussi de Tom Cruise, chose qu'il avait amorcé déjà dans les différents épisodes de Mission Impossible, mais là c'est quelque chose qui culmine, enfin c'est vraiment le point d'orgue quelque part de cette recherche de concret, de tangible à l'écran, et franchement c'est ultra impressionnant. En termes de réalisation, Joseph Kosinski, on connaît un peu son travail avec Tron l'héritage, avec ce qu'il a pu faire aussi avec Tom Cruise, c'était Oblivion je crois. C'est quelqu'un qui a une mise en image qui est assez spectaculaire, parce que justement il restitue, il sait restituer un décor, il sait restituer l'idée de vitesse aussi, et c'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup plu dans ses précédents essais, et qui là trouve tout son sens finalement, parce que je trouvais que c'était pas forcément évident au départ que ce soit lui le réalisateur de ce film. J'imaginais pas forcément quelqu'un qui puisse se glisser dans les pas de Tony Scott. Voilà, c'est quand même Tony Scott, c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine esthétisation de l'action notamment, et puis en général, voilà, il avait quand même une patte assez marquée. J'imaginais pas forcément Joseph Kosinski pour le succéder, mais faut dire que voilà, sa pratique du cinéma se glisse bien finalement dans tout ce qui va être cinéma d'action, enfin dans ces scènes de vol notamment, où il arrive vraiment à restituer la vitesse, la pesanteur, les jets que prennent les pilotes, et c'est quelque chose d'assez spectaculaire, vraiment à chaque image. Et puis pour les scènes plutôt ce qui va être les scènes au sol, là il va plus être dans une forme de révérence envers le film original, avec cette palette de couleurs un petit peu chaude, un petit peu orange, ces couchers de soleil, ces ralentis, voilà, on va être vraiment dans l'hommage pur au film original, mais je trouve que l'équilibre est vraiment bien amené, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le scénario, il reprend un peu cette manie que les studios ont en ce moment de jouer à fond la carte de la nostalgie et du fanservice, mais je trouve qu'il le fait de manière assez intelligente, parce qu'il détourne un petit peu il fait un pas de côté par rapport aux pratiques nostalgiques entre guillemets que font les films en général, enfin les films voilà, genre Star Wars, enfin la post-logie, ou même Marvel par exemple avec le dernier Spider-Man. Là il fait un pas de côté pour finalement faire une sorte d'auto-analyse finalement de Tom Cruise, parce que le film ne parle que de Tom Cruise finalement. Donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent, que c'était pas lourd, que les clins d'œil au premier film, alors ça tient peut-être au fait que le premier film est un petit peu lointain finalement, je l'ai pas revu depuis un certain temps, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré en général, et que c'était pas lourdingue, et que voilà, et que l'écriture était, bon, c'était pas toujours très fin, ça reste des écueils du cinéma d'action, mais en même temps ça se glisse bien dans les pas du premier aussi, et tout ce qui concerne les personnages, en tout cas les traumas des uns et des autres, est fait avec plutôt voilà, une certaine élégance, et même en termes de casting du coup, puisque j'y viens, bon, le film tient sur les épaules
très nettement de Tom Cruise. C'est lui qui est au centre d'à peu près tous les plans du film. Et puis son personnage a pris une aura depuis le premier film qui est assez imposante. C'est vrai que il l'interprète magnifiquement quelque part, puisque voilà, il a juste à mettre ses Ray-Ban et puis son manteau. Au niveau de la silhouette et tout, on se retrouve tout de suite replongé dans le premier film, et ça c'est assez incroyable. Mais le reste du casting est plutôt chouette aussi. On a toute une galerie de jeunes pilotes du coup qui est amenée et qui joue plutôt très bien le truc. Notamment en tête Miles Taylor qui joue le fils de Goose donc, et qui le joue plutôt bien, on sent qu'il a une certaine colère en lui et qui est prête à exploser. Et du coup cet acteur qu'on connaît pour Whiplash, pour plein de rôles où il a excellé, là il apporte vraiment son savoir-faire aussi à ce personnage, et c'est vraiment très chouette. Il y a le personnage de Jennifer Connelly aussi qui aurait pu être un personnage très cliché, un peu hérité des années 80 aussi, finalement qui donne le change au personnage de Maverick de manière plutôt subtile aussi, donc c'est plutôt sympa. Et puis on a, c'est un mini spoiler mais ça a été plus ou moins annoncé, on a le caméo de Val Kilmer qui reprend le rôle d'Iceman pour une apparition qui est assez émouvante. J'avais peur que ce soit aussi, quand ça avait été annoncé, j'avais peur que ce soit un petit peu mis au chausse-pied et puis que ce soit un petit peu un peu lourd ou mal amené, voilà. Et là au final c'est peut-être une des scènes les plus émouvantes du film, puisque elle fait écho directement au premier Top Gun. Donc c'est tout, voilà, il y a d'autres personnages qui apparaissent, je vais pas tous les citer. Il y a Monica Barbaro qui joue Phoenix, qui joue très bien aussi, Jay Ellis, Charles Parnell. On a une apparition de Ed Harris aussi, Lewis Pullman qui jouait dans la série Outer Range que j'ai chroniqué il y a pas longtemps, et Glenn Powell qui joue un peu l'antagoniste avec le personnage de Eggman. Donc voilà, tous ces personnages jouent plutôt bien, on s'attache bien aux personnages en fait, c'est ça que j'ai trouvé surprenant dans le bon sens du terme, et qui m'a fait passer vraiment un bon moment, ça, plus la réalisation et le plaisir de retrouver ces personnages qu'on a aimés aussi il y a 30 ans. Donc voilà, c'est un avis un petit peu succinct sur le film. Je vais pas rentrer en profondeur sur la psychologie des personnages, puisque c'est pas non plus un film d'une finesse folle, mais en tout cas c'est un spectacle généreux, un spectacle hors du commun. C'est quelque chose qu'on voit une fois ou deux par an, parce qu'aujourd'hui on est évidemment plus bercé par le tout numérique, et quelque part Top Gun, ce genre de proposition là permet de réapprécier vraiment la physicalité des choses, et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller le voir en salle, parce que c'est là-bas qu'il faut le voir, absolument. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du film, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!